Avec l'augmentation du prix de l'essence, les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la voiture électrique. Déjà, on remarque la présence sur nos routes de plusieurs voitures hybrides. Mais l'automobile entièrement électrique, à la portée de tous, demeure un rêve difficile à réaliser. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la batterie qui serait suffisamment performante pour permettre aux voitures électriques de faire compétition aux véhicules à essence. Mais les recherches progressent et les scientifiques d'Hydro-Québec sont dans la course. Le moteur qui carbure à l'essence a soif. Côté efficacité, ce moteur est une véritable catastrophe. Il boit beaucoup trop pour ce qu'il donne. C'est aussi une mécanique très complexe qui est assez désastreuse au point de vue efficacité énergétique. Si on regarde l'énergie qui est dans le réservoir d'essence, on en gaspille 85 % à peu près. Il en reste peut-être un 10-15 % utile. Imaginez, pour 100 $ qu'avale un réservoir, moins de 20 $ servent à faire avancer la voiture. Le reste s'envole en chaleur. À mesure que le prix du litre d'essence augmente, le consommateur regarde de plus en plus le moteur électrique. Le moteur électrique, on parle de 90 % et plus d'efficacité. Donc, il y a à peine 10 % de perte, là. Alors, c'est bien mieux, évidemment. Un moteur efficace et économique. En voiture électrique, il en coûte environ 3 $ pour aller de Montréal à Québec. En voiture à essence, de 25 à 40 $. Moteur contre moteur, l'électrique l'emporte haut la main. Le problème, c'est la batterie. Il est impossible encore aujourd'hui de mettre autant d'énergie dans une batterie que dans un réservoir d'essence. La première batterie rechargeable, mise au point en 1859, l'accumulateur au plomb. C'est lui que l'on retrouve encore sous le capot des voitures pour faire démarrer le moteur à essence. C'est vraiment un accumulateur qui avait atteint sa limite très rapidement et qui était tout à fait insuffisant pour un véhicule électrique puisque son poids est tel qu'il alourdit le véhicule au point que le rayon d'action ne peut pas augmenter même en mettant plus d'accumulateurs. Pour obtenir l'énergie d'un seul litre d'essence, il faut l'équivalent de plus de 200 kg de batterie au plomb. Voilà pourquoi les voitures électriques du début du 20e siècle ont perdu la bataille face aux voitures à essence. Le coût minime de l'essence allait assurer au moteur thermique une domination sans partage. Mais la crise pétrolière des années 1970 relancera la recherche sur les batteries pour automobiles. Il faudra attendre 1997 avant que Toyota commercialise la première voiture hybride de série, la Prius. Si on ouvre le capot, on découvre à gauche la motorisation à essence, à droite, la motorisation électrique. Le moteur électrique vient ici épauler le moteur thermique et réduit la consommation d'essence du tiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur thermique de tout véhicule est très inefficace et surtout à basse vitesse. Alors la batterie, ce qu'elle permet de faire avec le moteur électrique qui est joint au moteur thermique, elle permet de partir, de démarrer en mode électrique, là où le moteur mécanique est très inefficace. Et lorsqu'on veut accélérer aussi, c'est là qu'on consomme beaucoup de carburant, le moteur électrique va venir en appui au moteur thermique, qui lui va demeurer beaucoup plus dans sa zone où il est plus efficace. C'est comme ça qu'on améliore l'efficacité d'un moteur thermique, en éliminant ces zones les moins efficaces grâce au moteur électrique. La batterie ou accumulateur qui alimente le moteur électrique de la Prius se trouve à l'arrière. La batterie est juste derrière le banc. C'est une batterie de 1,3 kWh seulement pour faire 1 à 2 km d'autonomie. On n'a pas besoin de plus pour une hybride ordinaire. C'est un accumulateur à l'hydrure métallique de nickel qui occupe peu d'espace. Sa densité en énergie, 2 fois plus d'énergie que l'accumulateur au plomb pour un même poids. Pour la toute récente Prius rechargeable, on peut la brancher et charger la batterie. Toyota opte pour une technologie plus performante. Un accumulateur lithium-ion de 4,4 kWh. Sa densité énergétique
4 à 5 fois plus d'énergie que celle d'un accumulateur au plomb. Une autonomie de 20 km. Le lithium, en fait, la thermodynamique enseigne que la réactivité d'un produit chimique, c'est ce qui va contrôler la capacité de faire du stockage d'énergie avec cette réaction-là. Et le lithium, combiné à l'oxygène de l'air, par exemple, c'est à peu près ce qu'il y a de plus réactif. On voit d'abord que le feuillard est malléable. C'est comme une pellicule d'aluminium. Cela fait très longtemps que l'on sait que le lithium est l'élément capable d'entreposer le plus d'énergie pour le même poids. Voici une feuille de lithium. Ce métal est très réactif. Il suffit de le mettre en contact avec l'eau. Une réaction bourrée d'énergie. Maîtriser la bête lithium n'a pas été facile. Cela a pris du temps. À la fin, il ne reste rien. C'est 50 ans de recherche des premiers accumulateurs au lithium non rechargeables, aux batteries rechargeables, lithium-ion, qu'on connaît maintenant. Et ça a été tout l'apprentissage de travailler avec un métal aussi réactif que le lithium. Et on parle d'une réaction chimique réversible 1 millier de fois. On parle de la faire dans un sens et de la refaire dans l'autre sens à la recharge 1 millier de fois, ce qui en chimie est très, très rare comme performance. Les accumulateurs au lithium sont la technologie en vogue. Des accumulateurs rechargeables légers, énergétiques. Ce sont eux qui alimentent les téléphones, les ordinateurs et les caméras. Toutes les voitures électriques ou les hybrides branchables qui envahissent actuellement le marché font appel à des accumulateurs au lithium. La Leaf de Nissan, une voiture qui n'a qu'un moteur, un moteur électrique, possède un plus gros accumulateur que la Prius hybride rechargeable, presque 6 fois plus gros. Une batterie lithium-ion de 24 kWh, de quoi faire environ 120 km. Après, il faut se brancher pendant quelques heures pour recharger la batterie. 120 km d'autonomie. C'est peu lorsqu'on est habitué aux 500 km de la voiture à essence. Il y a Tesla, par exemple. Là, Tesla a sorti cet été la Model S qui fait 450 km d'autonomie. Le problème avec ça, c'est que pour avoir 400 km d'autonomie avec un véhicule électrique, la batterie va peser au-dessus de 800 kg. Ça, c'est 10 adultes de 80 kg en permanence sur le siège arrière. C'est pas efficace pour une voiture, ça. Là. Et ça demande des très grosses batteries. 2 milliards de véhicules bientôt, dans 20 ans, avec des très grosses batteries. On risque d'épuiser les ressources de lithium, des ressources finies. Autre problème, le temps de recharge. Actuellement, on parle d'heures. On aimerait bien parler de minutes, comme lors d'un plein d'essence. Enfin, il y a le coût. Le coût de la batterie, je regarde une batterie qui est dans cette voiture-là, on parle probablement d'un coût de batterie de 8 à 10 000 $. Donc, on voit que c'est un coût quand même très, très important sur le coût du véhicule et on voit le chemin qui reste à faire de baisser le coût de cet accumulateur-là par un facteur de 3 à 5 pour qu'il devienne un coût raisonnable pour le consommateur, monsieur tout le monde, sans subvention gouvernementale. Hydro-Québec est dans cette course technologique à l'accumulateur lithium performant, sécuritaire, abordable, à recharge fréquente et rapide. En fait, cela fait plus de 40 ans que les chercheurs d'Hydro-Québec planchent sur les batteries au lithium. Dans le domaine, c'est un joueur majeur. Les Blue Cars à Paris, des voitures électriques à usage collectif comme les vélos Bixi à Montréal. Une autonomie combinée route-ville d'environ 200 km. Les batteries de ces voitures ont été développées à l'Institut de recherche de l'Hydro-Québec. Cette technologie est aujourd'hui propriété de la firme française Bolloré. Les accumulateurs du Blue Car sont fabriqués à l'usine Bathium de Boucherville, près de Montréal. Une technologie complexe, des centaines de brevets. Cette batterie ne contient aucun liquide et ne nécessite pas d'entretien. L'aboutissement de plus de 30 ans de recherche menée par les chercheurs d'Hydro-Québec. L'électrochimiste Michel Gauthier fut de l'aventure.
On parle d'un investissement, si on regarde l'ensemble du développement de ces technologies-là, que ce soit le phosphate de fer, le lithium métal polymère, au cours des 30 dernières années, si je fais le total, on parle d'un investissement de presque $1 milliard. Le résultat, une batterie très sécuritaire. Une batterie lithium métal polymère. Jusqu'à 4 fois plus d'énergie que l'accumulateur au plomb. Cette batterie ne peut être utilisée dans de petits appareils électroniques. Elle est prévue pour une voiture. Et même dans ce cas, elle a des limites. Ces batteries-là aussi doivent fonctionner avec une température de 80 degrés en permanence, 80 degrés Celsius. Et il faut donc chauffer la batterie. Si on n'est pas branché quelque part, c'est la batterie elle-même qui débite du courant en hiver pour maintenir la batterie à 80 degrés. Donc ça, c'est un autre désavantage. Et puis, je dirais que la longévité de ces batteries-là est d'environ 1500 cycles de recharge, alors que si on veut que ça dure la durée de vie d'une voiture, puis qu'on recharge à tous les jours, à ce moment-là, c'est plus de 5000 recharges. Donc, on est encore là obligé d'avoir une grosse batterie pour la recharger moins souvent. C'est le cas de la Blue Car, dont la batterie pèse 300 kg. Cela permet une recharge à tous les 3 jours et d'allonger ainsi sa durée de vie à 10-12 ans. Pour une hybride branchable, où la batterie est rechargée tous les jours et parfois plus, la batterie du Blue Car ne durerait que 3 à 5 ans. Nettement insuffisant. Hydro-Québec a délaissé la batterie au lithium métal polymère pour se tourner vers le lithium-ion, une technologie plus simple qui peut s'adapter autant aux petits appareils qu'aux voitures. Une technologie qui fonctionne à température ambiante. Une technologie pleine de promesses qui permet de recharger des milliers de fois et rapidement. Regardons comment fonctionne une batterie lithium-ion. Elle possède 2 électrodes. L'une positive, la cathode, l'autre négative, l'anode. Entre les deux, un séparateur empêche les électrodes d'entrer en contact. On évite ainsi le court-circuit. L'anode est chargée d'électrons. Si on relie l'anode et la cathode, les électrons se mettent à circuler. Cela crée un courant électrique. À l'intérieur de la batterie, le déplacement des électrons déclenche une réaction chimique. À mesure que l'anode se vide de ses électrons en faveur de la cathode, les ions lithium quittent à leur tour l'anode pour retrouver les électrons perdus. Comme il est très petit, l'ion lithium est capable de s'insérer à l'intérieur de la structure poreuse de la cathode. Mais son insertion ne se fait pas sans conséquences. Elle peut parfois entraîner une détérioration de la structure et réduire la durée de vie de la batterie. C'est ce qu'il faut éviter. Le fait que le lithium soit petit, ça nous a permis de développer une toute nouvelle chimie des électrodes d'insertion, les éponges à ions et électrons, parce que le lithium étant petit, on peut le rentrer dans une structure cristalline sans défaire le cristal, ce qui permet de faire un millier de cycles ou même plusieurs milliers de cycles sans perte de capacité parce qu'on ne détruit pas la structure haute qui accueille l'ion lithium. Donc le petit ion lithium est particulièrement intéressant pour développer les matériaux qu'on dit matériaux d'insertion. Développer des structures cristallines capables de recevoir les ions lithium est l'un des défis de Karim Zaghib d'Hydro-Québec. La beauté du lithium-ion, c'est quoi? C'est que le fait qu'on a une anode et une cathode, c'est qu'on a une grande flexibilité de changer soit le matériau de l'anode, soit le matériau de la cathode. Il suffit de jouer sur les matériaux à structure cristalline des électrodes pour changer les propriétés de l'accumulateur. On veut ainsi augmenter la rapidité et le nombre de recharges. À travers le monde, de nombreux laboratoires travaillent à trouver la recette gagnante. Hydro-Québec a développé en cathode le fer phosphate et en anode le nanotitanate. Le fer phosphate, cette substance noire, a l'avantage de faire appel à des matériaux abondants et peu coûteux. De cette matière, on fait une solution visqueuse qu'on étend sur une feuille d'aluminium. On peut ainsi fabriquer des mètres de cathodes.
La même technique s'applique pour le nanotitanate. Dans ce cas, on utilise les plus petites particules possibles de titanate. Pourquoi nanoparticules? À chaque fois que la particule est plus petite, à chaque fois, on peut réduire le temps de charge. Et cette technologie, on peut la cycler aussi à des milliers de cycles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on insère ou on désinsère le lithium à l'intérieur des titanates, il n'y a aucune extension volumique, il n'y a aucun travail mécanique. La batterie de Karim Zaghib est sécuritaire. Pour un constructeur automobile, c'est un critère qui vaut son pesant d'or. Les tests montrent qu'à l'impact, il est impossible qu'elle prenne feu. La batterie au titanate ne brûle ni n'explose, contrairement à d'autres accumulateurs au lithium-ion. Une batterie aux propriétés remarquables. On peut aussi aller à des températures de moins 40 degrés Celsius et cette batterie-là peut être rechargée plus de 30 000 fois, à peu près sans perte de capacité, en la rechargeant en 5 minutes. Donc, c'est des avantages absolument fantastiques pour la mobilité électrique. En longévité et en nombre de cycles, aucun accumulateur actuel n'approche la batterie au titanate de lithium d'Hydro-Québec. Mais il y a un prix à payer pour toutes ces vertus. Sa densité énergétique est moindre. Son poids la disqualifie pour la voiture toute électrique. La batterie lithium-ion au titanate a le désavantage d'être un peu plus lourde, en fait 40 % plus lourde environ qu'une batterie lithium-ion conventionnelle. Mais comme elle peut être rechargée de 0 à 100 %, comme on peut utiliser 100 % de sa capacité, c'est pas un désavantage, en fait, pour les voitures hybrides rechargeables. Pourquoi? Parce que prenez la Volt, par exemple. La Chevrolet Volt, elle utilise seulement que 60 % de sa batterie pour permettre à la batterie de durer plus longtemps. Donc, il y a un 40 % là, qui n'est pas utilisé. Ce qui ne serait pas le cas avec une batterie au titanate de lithium. On pourrait l'utiliser à 100 %. Donc, malgré son 40 % de plus de poids, on aurait le même poids, même un peu moindre que la batterie actuelle de la Chevrolet Volt. Et là, on pourrait utiliser la batterie pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, là, à la recharger à tous les jours. Il n'y a pas que l'automobile qui se tourne vers l'électricité. Le transport collectif est un marché qui gagnerait à adopter le tout électrique. Imaginez des flottes d'autobus silencieux, sans le moindre tuyau d'échappement. Aucun gaz à effet de serre, mais des recharges fréquentes. Au lieu de mettre des fils au-dessus des rues, on met des stations de recharge rapide à chaque bout d'une ligne d'autobus. Et en moins de 10 minutes, même avec la batterie au titanate de lithium, ça serait en moins de 5 minutes, on recharge la batterie, peut-être une batterie de 30 km. Seulement, pas besoin de mettre 300 km d'autonomie de batterie dans l'autobus, 30 km. Puis on va faire le 10-15 km d'une station à l'autre et on va recharger à chaque station pour refaire le 10-15 km à la station suivante. Alors ça, il faut recharger plusieurs fois par jour pendant des années. Et c'est là que le nombre de cycles de recharge de 30 000, 50 000, 100 000 même est tout à fait avantageux et même unique. Le monde de l'automobile et des transports est en train de changer. La voiture hybride n'est plus une curiosité. Les voitures branchables et tout électriques commencent à faire leur entrée sur le marché. Des bornes de recharge se mettent en place un peu partout. Comment évoluera le parc automobile d'ici 20 ans? Moi, je pense qu'au moins 50% du parc d'automobiles, il va être partagé entre hybride, plug-in et électrique. Et pour l'électrique, ça va être un marché niche parce que ça va être plus dans les grandes villes. Et la voiture hybride branchable, je la vois beaucoup en Amérique du Nord parce qu'on a les grandes distances, etc. La transformation du parc automobile, c'est quelque chose de lent parce que la durée de vie des véhicules est de l'ordre de 12 ans. Donc, on s'attend à ce que environ 5 % des véhicules soient branchables d'ici 2020 et 40 % de façon optimiste en 2030. Évidemment, ça pourrait s'accélérer si le pétrole en venait à monter à des prix records. Les chercheurs sont en train de construire les transports de demain.
Et s'il n'en tient qu'à eux, ce monde sera électrique.